Je plaide coupable, votre honneur. Pour les 4 chefs d'accusation? Oui, monsieur. Becky Hill, greffière au procès pour double meurtre d'Alec Murdaugh, est au tribunal et reconnaît les crimes commis après ce procès très médiatisé. Les propres mots de Hill se retournent contre elle de façon très grave. Avez-vous déjà permis à quelqu'un de la presse de consulter ces pièces scellées? Non, madame. Je passe tout en revue. Je suis Angelette Lévy et voici Crime Fix. Alec Murdaugh était jugé pour les meurtres de sa femme Maggie et de son fils Paul. La petite ville de Walterboro, en Caroline du Sud, a été propulsée sous les projecteurs nationaux. C'était le procès du siècle en Caroline du Sud, et la greffière du comté, Becky Hill, était la coqueluche de la ville. Je le sais, je l'ai vu, j'étais présent. Il fallait la flatter pour obtenir de bonnes places dans la salle d'audience. Elle avait même une rangée de devant réservée à ses invités spéciaux, et vous n'aviez pas le droit de vous y asseoir si vous n'en faisiez pas partie. Becky était sympathique et elle était serviable, mais toute cette attention lui est peut-être montée à la tête et cela a conduit à sa disgrâce. Après le procès, Hill a écrit un livre avec un co-auteur nommé Neil Gordon, mais le livre a été retiré après que cela a été révélé. Que Hill avait pris le travail d'un journaliste de la British Broadcasting Corporation et l'avait présenté comme le sien. C'est du plagiat et c'est totalement interdit. Une enquête sur Hill a débuté après le procès de Murdaugh, suite à des rumeurs selon lesquelles Hill aurait utilisé des fonds fédéraux pour des primes. Il y a ce vieux dicton qui dit que là où il y a de la fumée, il y a du feu, et il y avait beaucoup de fumée. Les rumeurs ont entraîné des plaintes pour manquement à l'éthique, puis une enquête criminelle. En voici une autre qui a causé des ennuis à Hill. Elle emmenait des journalistes en arrière-salle après la fermeture pour leur montrer des pièces à conviction sous scellé. En janvier 2024, Jean Toll, ex-président de la Cour suprême de Caroline du Sud, a interrogé Becky Hill à ce sujet. Avez-vous déjà permis à quelqu'un de la presse de consulter ces pièces à conviction sous scellé? Non, madame. Avez-vous permis à Netflix, à un moment donné, ou à quelqu'un d'examiner les pièces à conviction du procès? Non, madame. Devinez quoi? Les enquêteurs du South Carolina Law Enforcement Division ont affirmé que c'était un gros mensonge. Le juge Toll a en fait interrogé Becky Hill au sujet des pièces scellées lors de cette audience. Comment avez-vous géré les pièces à conviction? Parce que vous avez effectivement permis à la presse d'avoir un large accès aux pièces à conviction. Et vous dites à plusieurs reprises dans votre livre que vous deviez rester après pour vous assurer d'interagir avec la presse à propos de ces pièces à conviction. C'est vrai, n'est-ce pas? C'est vrai. Oui. Nous avions Monsieur Jay Bender et ensuite nous avions les photographes de la presse. Et quelqu'un venant peut-être de l'État, je crois, ou du journal The Post and Courier, des greffiers et de l'administration du tribunal, puis du bureau du greffier. Chaque soir, on passait en revue les pièces à conviction pour s'assurer que tout était correct et bien dans notre domaine. Y en avait-il les journalistes autorisés à voir les pièces à conviction, même celles qui étaient sous scellées et que vous aviez en dossier? Non, madame, non, madame. Quelle était la méthodologie pour leur permettre d'examiner les pièces à conviction? Comment avez-vous géré cela? Je n'étais pas vraiment là souvent quand on faisait ça chaque soir. Mais d'après ce que j'ai compris, les personnes impliquées dans les pièces à conviction et surtout les sténographes judiciaires. Il y avait une certaine période pendant laquelle ils étaient autorisés à prendre leurs photos et tout était. Toutes les photos ont été examinées par les sténographes présents, les dames de l'administration du tribunal, ainsi que quelqu'un de mon bureau et Monsieur Jay Bender pour s'assurer que tout avait été fait correctement. Je demande comment vous avez géré leur présence. La presse examine ces pièces à conviction. Si je me souviens bien, la presse. Nous avions certains photographes désignés et puis quelqu'un, je crois, de l'État ou du journal Post and Courier. Et ils étaient responsables de le diffuser en streaming pour que le reste des médias puissent l'activer. Photographiait-il les pièces à conviction alors qu'elles étaient en votre possession après l'audience ce jour-là? C'est exact. D'accord. Et comment avez-vous géré les pièces sous scellé en ce qui concerne leur disponibilité? Quand ces journalistes photographient les pièces à conviction, Elles étaient sous scellé.
Et donc, vous pensez être au courant du fait que certaines de ces photos prises sur les lieux des deux victimes ont fini dans la presse? Vous en êtes conscient, n'est-ce pas? Oui, monsieur, je le suis. Lors de la même audience, l'avocat d'Alec Murdaugh, Dick Harputlian, a présenté un email prouvant que Becky Hill avait remis des pièces scellées à une équipe de tournage de documentaires. Mais il s'agit d'un email de Rebecca Hill à Mio Takauchi Takachuki, quelque chose... Miho. La caméra corporelle de Buford McDowell vous a été envoyée par erreur. Merci de vous en débarrasser et de ne pas l'utiliser. Le juge Newman a explicitement interdit l'utilisation de cette caméra corporelle. Pourtant, elle figure encore sur les vidéos. Nous avons été sauvés. Je vous remercie de votre attention. Et Herbert Reichmann est la seconde vidéo de la caméra corporelle, vue dans plusieurs documentaires. Pouvez-vous la fournir? Il semble que la caméra était sur l'autre membre du personnel de police. Je veux dire, ici elle échange des emails avec cette société de production japonaise à propos des caméras corporelles, leur disant de ne pas le faire et de s'en débarrasser. Je pense que c'est important, et je peux vous en faire imprimer une copie dès que nous aurons accès à une imprimante pour vous. Pour le dossier... L'audience a eu lieu en janvier 2024, comme je l'ai dit, et il a fallu plus d'1 an avant le dépôt des accusations. En mai dernier, Becky Hill a été inculpée de parjure et de faute professionnelle dans une fonction publique selon un mandat. Dans le comté de Richland, en Caroline du Sud, vers le 29 janvier 2024, Mary Rebecca Hill, greffière élue du comté de Colton, a sciemment fourni un faux témoignage sous serment devant un tribunal officiel. Au cours de l'audience, l'ancienne greffière Hill a volontairement et illégalement donné un témoignage faux et trompeur. Quand le juge en chef Gene Toll a demandé à l'ex-greffière Hill « Avez-vous laissé la presse consulter des pièces scellées ?» Hill a répondu « Non, madame ». Pourtant, cela contredit les faits du 28 février 2023, où l'ancienne greffière Hill a remis ou rendu accessibles des photos de preuves sous-scellées à des tiers. Hill a également fait face à 3 chefs d'accusation de faute professionnelle, dont un concernant une allégation selon laquelle elle n'a pas protégé les pièces sous-scellées, et un autre à propos de son livre. Le mandat indiqué, aux alentours du 7 juin 2023. Mary Rebecca Hill a effectivement fait la promotion d'un livre dont elle était l'auteur, intitulé « Derrière les portes de la justice. Les meurtres Murdaugh », tout en utilisant sa fonction publique pour promouvoir le dit livre sur les réseaux sociaux. Un tel acte étant à son propre profit financier et en violation de ses fonctions, en infraction avec les lois de l'État de Caroline du Sud. Hill est aussi accusé d'avoir détourné des fonds fédéraux pour l'application des pensions alimentaires afin de se verser une prime. Le mandat précise, du 1er septembre 2021 au 5 mars 2024, Mary Rebecca Hill a été la greffière élue du tribunal du comté de Colton. Hill a demandé et reçu 9 880,10 $ de primes financières sans et pour elle-même, payées avec les fonds incitatifs du titre 4D. Ces fonds ont été obtenus par Hill et utilisés à son propre profit financier. De plus, vers le 5 mars 2024, Hill a reçu un cadeau financier et ou une prime d'un montant de 2 000 $ payé par un chèque du bureau du greffier du comté de Colleton. Des fonds utilisés à son propre profit financier. En violation de ses fonctions, Becky Hill a remboursé aujourd'hui ses près de 12 000 $ de fonds par chèque personnel. Plane toujours sur toute cette affaire l'allégation des avocats d'Alec Murdaugh et de quelques jurés selon laquelle elle aurait fait des commentaires pour tenter de les influencer à déclarer Murdaugh coupable. Peut-être pour vendre plus d'exemplaires de son livre. Eh bien, dans votre livre, vous suggérez que le verdict de culpabilité était ce que vous souhaitiez et vous aviez peur qu'un verdict de culpabilité ne soit pas rendu. Vous parlez beaucoup de votre sentiment de vouloir un verdict de culpabilité, n'est-ce pas? Je suis d'accord, c'est ce qui est dit dans le livre, et en partie parce que je pense que c'était un verdict de culpabilité. Eh bien, c'est ainsi que vous décriviez une période bien avant que le verdict ne soit rendu. D'accord, lorsque vous avez écrit sur ces choses dans le livre, n'est-ce pas exact? Oui, c'est exact. Et vous avez même mentionné que vos yeux ont croisé ceux des jurés et d'autres personnes à Moselle. Et vous aviez une compréhension tacite qu'il était coupable. Vous avez dit cela dans le livre, n'est-ce pas? Maintenant, Hill a plaidé coupable à 2 chefs d'accusation de faute professionnelle dans l'exercice d'une fonction publique, un chef d'entrave à la justice et un chef de parjure. Elle a reçu des peines avec sursis, donc elle ne purgera aucune peine de prison.
Voici un extrait de l'audience diffusée par FITSNews. Je tiens à dire que je suis vraiment désolée et j'assume l'entière responsabilité de mes actes. Et je sais que j'ai déçu ce tribunal, ma communauté et les personnes qui m'ont fait confiance. Aucune excuse pour mes erreurs. J'en ai honte et je porterai cette honte avec moi pour le reste de ma vie. J'ai déjà entamé la reconstruction des relations que j'ai abîmées en acceptant la responsabilité, en demandant pardon à ceux que j'aime et en remboursant toute prime indue que j'ai reçue. Je suis déterminée à réparer mes torts, à être honnête et à vivre d'une manière qui reflète les valeurs que je n'ai pas su respecter. Votre honneur, je vous demande respectueusement l'opportunité de continuer à soutenir ma famille et de travailler chaque jour pour regagner la confiance que j'ai brisée. Le procureur Rick Hubbard a commenté les accusations de manipulation du jury. Comme votre honneur le sait, si je devais poursuivre cette affaire, ces 3 jurés seraient mes témoins clés et les incohérences seraient insurmontables si je continuais. De plus, ce que Sled a fait, c'est qu'il a interrogé les 11 jurés restants. Aucun d'entre eux ne corrobore les propos de ces 3 jurés. Un seul juré parmi tout ce groupe a dit quelque chose à ce sujet, n'est-ce pas? Mademoiselle Hill a évoqué les accusés devant la rencontrer, mais dans sa déposition à Sled, il a affirmé ignorer de quoi elle parlait. Mon vote était mon vote. Il était basé sur les preuves, donc il n'y avait pas de... Aucun élément notable pour ce juré. Sinon, il nie tout ce qui a été dit dans l'arrière-salle par Mademoiselle Hill. De nombreux témoins ont affirmé qu'elle était très professionnelle, mais elle se contentait d'évoquer les faits. Le juge l'avait renvoyée pour en discuter. Donc, si l'équipe de M. Hubbard avait découvert une quelconque manipulation du jury, la sentence aujourd'hui aurait été très différente. Il n'y a probablement rien de plus sacré dans notre système que le jury. Et si l'heure et moi, j'avais su, dit M. Hubbard. Ses cheveux étaient foncés et moi aussi. Donc, si son équipe, et je sais que les 2 avocats sont dans son équipe, et si eux me disent qu'au moins ils ne pouvaient pas le prouver, alors ça me suffit. D'accord, pour en discuter, je souhaite inviter Jen Wood, chercheuse chez FITSNews. FITSNews couvre tout en Caroline du Sud, consultez leur site web. Jen, je ne sais pas pour toi, mais Mademoiselle Becky, tu sais, c'est une femme gentille. Nous avons tous eu affaire à elle lors du procès, mais elle était une fonctionnaire publique, une élue. Elles doivent rendre des comptes au public. Et waouh, elle s'en est plutôt bien sortie ici. Je pense que vous savez, elle, pas de peine de prison, peine qu'avec sursis, elle a remboursé l'argent qu'elle avait pris. Elle a pris de l'argent public pour se verser une prime à elle-même. Donc, oula, quel est ton ressenti à ce sujet? Tu sais, moi, c'est un sentiment vraiment étrange à avoir parce que je suis un peu des deux. Je ne suis pas vraiment surprise, mais je suis très déçue, tu sais. J'avais juste l'impression que c'était simplement « faisons-le avant les vacances et passons à autre chose ». Ça ressemble à une fausse responsabilité, tu sais. D'habitude, ils prennent un responsable public comme exemple pour avoir abusé de sa fonction. Et le juge a dit, tu sais, elle s'est retrouvée prise dans tout le cirque de ce grand procès. Des gens gagneront de l'argent, mais je sais que tu n'en as pas gagné beaucoup. Comment le sais-tu, juge, hein? D'abord, tu sais, mais enfin, tu es en train de dire, oh, tu t'es laissé emporter par tout ça. Mais non, peut-être qu'elle s'est laissée emporter, peut-être que non. Et j'ai trouvé intéressant, quand il est passé à la partie de la condamnation, la façon dont il a dit, vous savez, si on avait prouvé qu'il y avait eu manipulation du jury, cela se serait passé très différemment. N'est-ce pas? Et vous savez, je me disais, mais n'ont-ils pas fait cela? N'ont-ils pas prouvé cela? Je veux dire, nous avons au moins une jurée qui a dit qu'elle s'est sentie sous pression, n'est-ce pas? Et donc, ce sera à la Cour suprême de Caroline du Sud de décider lorsque les plaidoiries orales auront lieu dans l'appel d'Alec Murdaugh en février, pour déterminer quelle norme doit être utilisée, Remer ou Green, n'est-ce pas? Je pense que c'est important et que ça comptera vraiment. Ça va vraiment compter. Ce qui me dérange dans ce qu'a dit ce juge Jen, c'est le fait que le vol de l'argent des primes, l'argent de l'exécution des pensions alimentaires, a commencé. Comme si ça n'avait rien à voir avec le procès.
Alors ne faisons pas comme si ça avait un rapport avec ça. Exactement. Et tu sais ça, et c'était complètement séparé de ça. Et je pense que ça montre à quel point le problème était répandu là-bas. Oui, et je trouve ça intéressant aussi parce que Alan Wilson a fait venir Rick Hubbard en tant que procureur spécial. Vous savez, il n'y avait pas une séparation totale ici parce qu'il avait encore un de ses avocats avec le bureau du procureur général. Vous savez, il aidait avec ça, il conseillait, vous voyez, comme un avocat en appel ou quelque chose comme ça. Et ça donne juste l'impression. Pour moi, vous savez, ils ont prouvé le parjure. Je veux dire, ça a dû vraiment les énerver. D'accord, elle a menti et ils avaient de solides preuves de son parjure. Montrer aux membres de la presse les pièces scellées, nous savions pendant le procès que cela se passait. J'ai entendu à l'époque qu'elle emmenait des gens là-bas, après les heures d'ouverture, et qu'elle leur montrait des choses, leur permettait de jeter un coup d'œil à certains éléments. Je veux dire, on savait que ça se passait à l'époque. C'était vraiment bizarre. Je n'ai jamais entendu parler d'un employé qui faisait ça, mais ça a dû vraiment les énerver. Ou alors c'était peut-être le juge Toll, qui était comme, oh, tu l'as vu, non? Peut-être qu'il y a, en coulisses, des discussions ou des bavardages. Elle a menti devant tout le monde, y compris à moi et au monde entier. Alors peut-être que c'est pour ça qu'ils étaient si intéressés par ça, et qu'ils sont retournés examiner, tu sais, les métadonnées et ce genre de choses. Donc ils étaient vraiment contrariés à ce sujet, et il semble qu'ils étaient encore plus contrariés à ce sujet. Parce qu'elle a volé de l'argent et utilisé son bureau pour promouvoir son livre plagié. N'est-ce pas? Tu sais, enfin, tu vois, ils ont appelé ça comme ça. Je crois qu'ils ont qualifié le rôle de Rick Hubbard dans cette affaire de désignation limitée, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant. En notant que la procureure générale garderait le contrôle de l'enquête, je trouve que toute cette histoire est vraiment étrange et je pense que cela montre à quel point l'affaire Murdo est bizarre à ce stade. Vous savez, nous allons avoir des plaidoiries orales en février devant la Cour suprême de Caroline du Sud et est-ce que cela va influencer l'affaire? Est-ce que ce point sera abordé lors des plaidoiries orales? Je suis curieuse. Je veux savoir à quel point les allégations de manipulation potentielle du jury et de subornation du jury ont été approfondies. Des rumeurs circulaient sur la disparition, l'effacement ou la réinitialisation du téléphone de mademoiselle Becky. Il y avait toutes ces discussions et ce bavardage à ce sujet. De plus, elle était amie avec la présidente du jury et on l'a vue se promener à Moselle avec la présidente pendant la visite du jury. Ont-ils jamais été voir la présidente du jury et lui ont-ils dit « Eh ?» Se sont-ils assis avec cette présidente et ont-ils dit « D'accord, soyez honnêtes, vous n'aurez pas de soucis. De quoi avez-vous discuté? Pouvons-nous voir votre téléphone? Est-ce que cela s'est déjà produit? » N'est-ce pas? Jusqu'où est allée l'enquête? Nous ne savons rien parce qu'aucune accusation n'a été portée, aucune information n'a été divulguée, donc nous ne savons pas. En ce qui concerne la subornation de jury, nous ne savons pas vraiment ce qui s'est passé. Ce que nous savons, c'est que mademoiselle Becky allait voir la dame aux œufs et lui parlait alors qu'elle n'aurait pas dû. Exactement. Nous savons que cela s'est produit. Connaissons le juge Newman et savons qu'il n'en était pas satisfait. Donc, elle se mêlait un peu de ce qui ne la regardait pas. Et ça, c'est un peu suspect, si vous voulez mon avis. C'est très suspect. Et on ignore encore l'origine de cette publication Facebook, qui au final a conduit à ce qu'un juré soit retiré du jury. On ne sait pas d'où cela vient, car il a été dit que cela venait de son ex-mari. En réalité, cela ne le concernait pas. Je pense qu'il y a une autre certitude dans cette affaire, Jen, et c'est que le bureau du procureur général ne veut pas rejuger cette affaire. Non? Ils ne veulent pas rejuger l'affaire de meurtre pour Alec. Je suis désolé pour les meurtres de Maggie et Paul. Et vous savez, personne ne veut probablement rejuger une affaire une fois qu'on a gagné. Personne ne veut faire ça. Mais avez-vous une idée de pourquoi il y a une telle résistance? Parce que je ne peux pas imaginer. Après cette audience à laquelle nous avons assisté en janvier 2024, je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas eu des choses entendues lors de cette audience qui ne les aient pas fait réfléchir. Vous savez, la seule chose à laquelle je peux penser, c'est qu'il y a beaucoup de... Je veux dire, le procureur général se présente actuellement au poste de gouverneur et ça, c'est l'affaire, vous savez, c'est l'une des plus grandes affaires de sa carrière.
il y a beaucoup de carrières qui se sont construites sur ce procès et cette condamnation. Donc, devoir recommencer, je ne pense pas que ça donnerait une très bonne image. Ce serait une très mauvaise image. Oui. Mais comme je l'ai dit plusieurs fois, vous savez, tout le monde mérite un procès équitable. Et ils le feront peut-être. Disons qu'Alec Murdoch obtient un nouveau procès. Même avec un nouveau jury, le résultat pourrait être identique. Et c'est probablement ce qui arriverait. Je veux dire, nous avons assisté au premier procès, nous avons vu toutes les preuves, vous savez, mais il a droit, comme tout le monde, à un procès équitable. Et à mon avis, il ne l'a pas eu la première fois. Je veux dire, il n'y a vraiment aucun moyen de regarder ce qui s'est passé et de penser qu'il l'a eu, et il l'était déjà. Il a plaidé coupable à toutes ces accusations financières. Il ne va pas aller nulle part de sitôt. Il est en prison pour des décennies. Il est en prison pour des décennies et des décennies, aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau de l'État. Je veux dire, il y a tout ce genre de choses, c'est très compliqué. N'est-ce pas? Tu sais, c'est très complexe, mais tu sais, il mérite un procès équitable. Et c'est comme si Alec Murdoch, tu sais, un membre de l'une des familles les plus influentes de Caroline du Sud, ne peut pas avoir un procès équitable, alors qui le peut? N'est-ce pas? Je veux dire, c'est l'un des procès criminels les plus suivis de l'histoire, avec toute l'attention du public portée dessus. Et vous savez, la notoriété qui l'entoure. Si nous ne pouvons pas bien faire les choses dès la première fois, c'est triste, c'est vraiment déplorable. Oui, ce sera intéressant de voir ce qui se passera en février, parce que je pense qu'on pourra vraiment se faire une bonne idée en se basant sur les questions des juges de la Cour suprême, selon leurs tendances. Je veux dire, ils pourraient très bien regarder ça et dire, bah vous savez quoi, je ne le vois tout simplement pas. Je ne vois pas qu'il y ait eu de manipulation du jury. Ils pourraient dire ça, donc il se peut qu'ils n'obtiennent pas un nouveau procès. Je pense qu'il faut juste attendre et voir comme pour tout le reste. C'est ça. Et vous savez, même après ça, s'il devait, vous savez, confirmer sa condamnation, on peut envisager une annulation au niveau fédéral avec de meilleures chances à la Cour d'appel du 4e circuit. C'est ce que certains avocats m'ont dit, ils pensent en cela. Disons qu'il n'obtient pas un nouveau procès au niveau de l'État, que c'est au niveau fédéral qu'un nouveau procès serait probablement accordé. Encore une fois, c'est très... Très clairement, la norme est fixée au niveau fédéral comme un vestige du 4e circuit. Oui, Jane Wood. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de parler avec vous. Et merci à vous. Alec Murdoch. Son avocat Dick Harputlian a déclaré que le plaidoyer de culpabilité n'est pas surprenant. Plus important encore, l'agence censée transmettre et enquêter partiellement sur ces accusations a un intérêt direct à éviter tout résultat qui remettrait en question le verdict du premier procès pour meurtre d'Alec Murdoch. Si Becky a admis avoir menti sous serment lors de l'audience sur la manipulation du jury, sur quoi d'autre aurait-elle pu mentir? C'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Angelette Lévy. Merci de votre écoute. À la prochaine fois ici.